Vas-y. La bande son, voilà. Donc après ce petit tour de table où on a pu découvrir déjà Samantha Kalizov de l'Arbre, Dorian Michelet de l'OFB d'IRPACA Corse et Marie Vuillemot de Gap Science, référente qui va nous présenter son expérience sur l'ère éducative de Rochebrune avec Sophie Arnaud qui va nous rejoindre très bientôt. Je me présente, moi, Jean-Michel Fouassy, de l'OFB, de la Direction interrégionale PACA Corse. Alors, après ce petit tour de table rapide, on voulait donc introduire le webinaire et vous dire qu'on était heureux de vous accueillir, vous, les nouveaux porteurs de projets, même si certains sont déjà sur d'autres projets et qui vont entamer de nouveaux projets avec de nouveaux enseignants et de nouveaux élèves dans d'autres établissements. Voilà, donc le but du jeu, c'est de se rencontrer autour de cette table virtuelle et puis d'échanger, et puis que nous, on essaye de vous apporter des réponses à d'éventuelles questions que vous avez à l'aube de l'introduction de ces nouveaux projets pour vous. Voilà. Alors, si j'introduis, c'est simplement parce que l'OFB, au niveau national, porte le dispositif des aires éducatives, anime au niveau national le dispositif des aires éducatives. On ne va pas remonter tout en arrière, mais ça remonte à 2012 avec un premier projet qui a existé dans les îles Marquises, et qui fait que nous avons un comité de pilotage national qui porte, qui anime et qui oriente donc le dispositif des aires éducatives en France, avec le ministère de l'Outre-mer, référence aux îles Marquises, avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Environnement, de la Transition écologique, et puis l'OFB. Ce qui fait qu'au niveau régional, en PACA comme en Corse, on a une animation qui est portée, alors pour PACA, une animation qui est portée par l'Arbre, représentée donc aujourd'hui par Samantha qui va nous présenter le diaporama aussitôt moins. Et on a un comité de pilotage régional qui s'appelle un GRAE, un groupe régional des aires éducatives, qui est composé des mêmes entités qu'on a au niveau national, mais qui sont représentées au niveau régional, avec l'ADREAL, donc la direction régionale de l'environnement, avec la région, bien sûr, avec les deux académies de Nice et de Marseille, donc qui représentent l'éducation nationale, avec des inspecteurs académiques. Peut-être qu'il y en a qui sont parmi nous d'ailleurs, et puis l'ARB, qui pilote avec l'OFB le GRAE au niveau PACA, et puis donc l'OFB. Voilà. Je m'arrêterai là simplement pour entamer le diaporama et dire que derrière ce diaporama qui va porter sur le concept des aires éducatives, sur le rôle de chacun et sur le cadre du dispositif au niveau régional comme au niveau national, on aura un retour d'expérience donc qui va être présenté par une référente, donc Marie Vuillemot qui s'est présentée juste avant, et Sophie Arnaud qui est enseignante à l'école de Rochebrune dans les Hautes-Alpes. Donc elles vont nous faire partager leur expérience d'un projet d'aire éducative à Rochebrune qui a maintenant 3 ans, si je ne me trompe. Et puis, ça sera le temps des échanges entre nous. Donc, pendant une demi-heure, on pourra échanger et essayer de répondre à vos questions. Et pendant le diaporama, vous pouvez aussi inscrire des questions sur le chat que va gérer Dorian, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, on peut attaquer le diaporama. Moi, je vais faire 2-3 diapos pour vous dire que donc l'ordre du jour, on vient plus ou moins de le voir à travers la présentation du dispositif et les documents importants et structurants du dispositif, les différentes étapes au cours de l'année scolaire qu'on va découvrir petit à petit, le retour d'expérience donc du binôme de Rochebrune aux Alpes, et puis donc le temps d'échange avec les participants, comme on vient de le dire. Voilà. On peut passer à la diapo suivante à travers la présentation du dispositif. Samantha. Alors, les 3 grands objectifs. Former les plus jeunes à l'éco-citoyenneté et au développement durable. Si on a mis cette ligne-là, c'est parce que on considère, et puis c'est comme ça que ça doit être lu, c'est que dans un projet d'aire éducative,
On a une phase et un temps éco-citoyenneté qui est quasiment équivalent, parce que peut-être l'aspect environnemental, développement durable, qui va structurer le projet d'aire éducative. Ensuite, j'ai plus de support, j'ai plus de Oui, diapo. 2 petites secondes. Alors, excuse-moi, je te coupe encore, pardon, je fais pas exprès. Juste pour dire, que donc j'enregistre, mais que du coup, quand je projette le PowerPoint, je ne vois plus, donc je ne vois pas les questions. Donc je vais laisser Dorian gérer les questions et cetera et juste redemander à ce que bien tous les micros soient éteints et je vois madame Bacelli qui vient d'arriver. Bon, bienvenue, mais je veux bien que vous éteigniez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je repartage. Pardon, c'est bon Jean-Michel. Ouais, ça fait une pause, c'est pas mal. Voilà, donc on a bien une académie qui est représentée à travers, Monique Bacelli, donc de l'académie de Nice. Bonjour Monique. Les 3 grands objectifs, donc on vient de le dire, l'éco-citoyenneté qui vaut autant que le travail qui peut être mené sur le développement durable. On en parlera certainement tout à l'heure à travers les conseils d'élèves. Voilà. Et puis Gap Science nous en parlera aussi certainement. Reconnecter les élèves à la nature et à leur territoire, je n'ai pas besoin d'en dire plus, sauf qu'on voit que dans une aire éducative, le territoire, c'est le territoire habituel des élèves. Donc c'est une aire éducative, un site qui est choisi à proximité maximale de l'école, de façon à ce que ça soit un lieu où les enfants puissent se retrouver, emmener leurs parents, et puis un lieu qui leur soit commun et sur lequel ils peuvent s'investir, même en dehors du temps d'école. Et puis favoriser le dialogue entre les élèves et les acteurs de la nature. On le verra aussi dans le cadre d'un conseil d'élèves où on peut avoir aussi bien un élu, le maire de la commune, comme on peut avoir sur une aire marine éducative, très couramment, on retrouve des pêcheurs professionnels ou des restaurateurs qui sont sur le port et que les enfants peuvent rencontrer. Donc, acteurs économiques, gestionnaires d'espaces naturels, que ça puisse être l'ONF, on peut avoir des gens de l'OFB qui peuvent intervenir aussi dans le cadre d'une aire éducative. Et puis les 3 piliers, avant de m'en aller, les 3 piliers qui structurent le dispositif, mais vous avez déjà dû les rencontrer en regardant le site du wiki des aires éducatives sur le site de l'OFB. L'objectif, connaître. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le site de l'aire éducative qui doit être le plus proche possible de l'école. Donc, un endroit où les enfants vont pouvoir à la fois découvrir et jouer aux apprentis gestionnaires. Vivre, c'est vivre la nature à l'intérieur de l'écosystème et puis l'observer, le découvrir et le faire découvrir. Et puis de tous les intervenants qu'on peut rencontrer sur un domaine, que ce soit une aire marine, donc sur une plage, sur un port, comme dans un écosystème, dans une aire terrestre éducative où on peut découvrir un jardin public comme un milieu forestier ou un milieu au bord d'un cours d'eau. Et puis transmettre, c'est ce qu'on trouve aussi dans les actions qui vont être menées par les enfants, une fois que le projet, qu'ils auront fait leur état initial, qu'ils auront bien découvert et appréhendé le milieu dans lequel ils vont bâtir, construire leur projet. C'est là qu'on va découvrir des actions et qu'ils vont pouvoir transmettre des messages aussi bien à l'intérieur de l'établissement scolaire, dans les autres classes, comme au niveau de la commune. En participant à des manifestations ou en érigeant un panneau éducatif pédagogique à l'entrée de leur aire éducative. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant parce qu'on va certainement développer par la suite. Alors, je prends la suite. Enfin, si ça veut bien. Alors, 2 petites secondes. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Voilà. Alors moi, je voulais vous présenter un petit peu les documents qui vont vous aider à structurer votre projet et à vous accompagner. Donc on va commencer par la charte d'engagement que vous avez peut-être déjà vue et peut-être déjà signée. Elle doit être signée par l'enseignant et par le référent.
lorsqu'il s'engage dans un projet d'aire éducative, elle doit être déposée et signée sur Sagae, et elle peut également être signée ou en tout cas être présentée aux élèves au début du projet. Ensuite, il y a le référentiel référent qui vise à cadrer la notion de référent, que ce soit pour les structures, pour les personnes, et à préciser les conditions dans lesquelles peut être assuré ce rôle auprès des écoles. Mais ça, j'imagine que vous l'avez effectivement déjà vu en commençant le projet. Vous avez pu également voir sans doute le guide méthodologique qui, ça, c'est vraiment le document de base qui va vous permettre de suivre comment doit se passer le projet tout au long de sa mise en œuvre. Et il y a un nouveau guide qui est sorti pour les collèges et pour les lycées. Donc, on vous enverra par la suite les liens vers tous ces documents. Mais tous ces documents, en tout cas, sont sur le wiki. Donc, vous avez le lien aussi en bas de la slide. Donc, vous pouvez les retrouver facilement sur ce wiki. Et puis, on voulait aussi vous parler du portfolio qui a pour vocation à faire découvrir aux porteurs de projets ce qui peut être fait dans des aires éducatives. Donc ça, c'est Dorian qui peut vous en parler plus que moi peut-être parce que c'est lui qui l'a élaboré avec tout plein de retours d'expérience. Tu veux en dire 2 mots, Dorian? On peut en dire vraiment 2 mots alors pour pas prendre trop de temps. Vas-y. Mais oui, comme l'a dit Samantha, l'idée c'est de faire découvrir à des nouveaux porteurs de projets d'aires éducatives ou à des anciens porteurs de projets d'aires éducatives ce qui peut être fait dans différentes aires éducatives, autant en PACA qu'en Corse. Dedans, vous avez une vingtaine de projets qui sont présentés et pour chaque projet, il y a une activité qui est un peu plus explicitée et que vous pouvez répliquer avec vos classes. Et voilà. Ok. Allez, on continue. Puis vous pourrez poser des questions et on pourra y revenir si nécessaire. Alors moi, je voulais aussi vous présenter les différentes étapes que vous allez rencontrer au cours de l'année avec cette petite frise. Alors tout ce qui va être en bleu, c'est plutôt ce qui est d'ordre administratif. Et puis ce qui est en vert, un petit peu plus dans le projet d'aire éducative. Donc de juin à septembre, ce sont les inscriptions, c'est ce que vous avez déjà fait. Inscription de votre projet sur Sagae pour que nous, on puisse le prendre en compte. Donc Sagae, c'est vraiment votre tableau de bord, à la fois pour consigner tout ce qui se passe dans votre aire éducative, mais ça nous permet à nous, les animateurs, de pouvoir suivre l'ensemble des projets, parce que donc nous avons un peu plus de 140 aires éducatives cette année. Donc, pour suivre l'ensemble de ces projets, voilà, c'est vraiment Sagae qui nous sert à regarder comment ça se passe. Donc, on vous encourage encore une fois à le renseigner tout au long de l'année, et notamment après chaque conseil de la mer, conseil de la terre, conseil élargi, après peut-être chaque sortie sur le terrain, etc. Alors ensuite, vous devez être en ce moment, donc entre septembre, octobre, novembre et même décembre, et parfois ça peut traîner encore un petit peu plus dans l'année, sur la prise en main du projet. Et puis sur le choix du site qui doit être fait par les enfants, sur la signature de la charte que j'ai évoquée juste avant, et pour revenir sur le choix du site, donc sur l'écriture d'une lettre au propriétaire du site, que ce soit un propriétaire privé ou que ce soit un endroit situé sur la commune. Voilà, on encourage au départ à inviter la commune à dire oui, on vous laisse l'accès à ce site. Voilà, c'est aussi l'idée de faire comprendre aux élèves ce que ça veut dire qu'être propriétaire d'un site, que ce soit un site communal, à qui on s'adresse, pourquoi c'est à la commune et au maire qu'on doit demander. Voilà, ça c'est le volet un peu éco-citoyen du projet qu'a évoqué Jean-Michel tout à l'heure. Alors, en janvier, en février, on parle plutôt de diagnostic du site et des possibles actions à mettre en place qui vont être décidées par les élèves. Encore une fois, cette frise, c'est comment dire, ce serait le déroulé absolu et utopique d'un projet. Bien sûr, il va y avoir des variations. Bien sûr, vous allez pouvoir faire ce diagnostic avant ou plutôt en courant mars-avril. Après, ça dépend vraiment chaque projet. Là, c'est vraiment un jalonnement optimum
mais qui peut être adapté pour chacun de vos projets. Par contre, effectivement, là où ça va être incontournable, c'est en mars et avril. Là, ce sera, la demande de labellisation qui se fera au travers de Sagae. Bien sûr, des dates plus précises vous seront communiquées, au début mars, je pense. Et donc là, il faudra vraiment, pouvoir, mettre sur Sagae toutes les informations afin que l'on puisse vous, labelliser vos projets. Et de la même façon, entre mai et juin, là aussi, on vous précisera les dates, au moment voulu, mais il faudra que vous déposiez, vos demandes de subvention, en réponse à l'appel à projet de l'OFB pour, la deuxième année de votre projet ou la deuxième ou la troisième ou et cetera puisque voilà, ça peut être sur plusieurs années. Et puis ensuite, soit en juin, juillet, soit en septembre, un passage de flambeau, c'est-à-dire que les élèves qui auront développé le projet d'aire éducatif cette année, devront passer la main, aux élèves de l'année suivante. Et donc là, on voit des petites variations. Parfois, il y a un passage de flambeau qui se fait en fin d'année scolaire, entre juin et juillet. Et puis parfois, on voit que ça peut se faire en septembre, voire même début octobre, sans problème. Ou là, c'est peut-être lors d'un conseil élargi, d'une présentation aux nouveaux élèves, du projet qui a été déroulé tout au long de l'année. Voilà pour les grandes lignes du calendrier. Hop, je vais essayer de passer à la suite. Dorian et Jean-Michel, je vous laisse, compléter si vous J'essaye de voulez. récupérer Sophie qui a un problème de connexion, qui a plus d'électricité à l'école. Ah Et mince! j'essaye de lui envoyer le lien pour nous rejoindre. Donc, je suis un peu à côté de vous, excusez-moi. Pas de problème. Alors moi, j'arrive plus à passer mon PowerPoint. Voilà. Alors, on voulait aussi revenir sur des conseils. Donc, remplir Sagae, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais en effet, ça va vous faciliter, la labellisation de votre projet. Donc, comme je vous le disais, au courant mars-avril, on va vous proposer de labelliser vos projets. Si vous avez déjà rempli, tout au long de l'année, Sagae, ben, voilà, cette labellisation se fera d'autant plus rapidement. Si vous alimentez Sagae, voilà, avec des photos et des productions d'élèves, voilà, ça nous permet à nous, animateurs, mais aussi aux GRAE que vous a présenté Jean-Michel tout à l'heure, composé de la région, des académies et de l'Adréal, de suivre l'avancement de votre projet. Voilà, encore un conseil, Sagae doit être rempli par l'enseignant et par le référent, afin d'avoir un travail de binôme partagé et complémentaire. Ensuite, un partage du déroulé tout au long de l'année en amont. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez fait en préparant votre projet, pour avoir une meilleure visibilité du déroulé du projet au cours de l'année. Voilà, on conseille d'avoir, un calendrier un peu prévisionnel, des différentes, interventions du référent pour prévoir votre projet au mieux. Et puis, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, en fin d'année scolaire, vous allez pouvoir répondre à l'appel à projets, que propose l'Office français de la biodiversité, pour, avoir un possible financement. Et donc là, c'est pareil, c'est une réponse qui doit se faire conjointement à la fois par l'enseignant et par le référent, puisque voilà, ce financement porte sur l'intervention du référent, donc le paiement, enfin, comment dire? L'appel à projet, le financement, ça va porter sur, pour l'intervention du référent, mais également pour un besoin éventuel en matériel. Donc voilà, pour affiner au mieux le budget prévisionnel, nous vous conseillons de le faire, ensemble, enseignants et référents. Les éléments que le GRAE, va évaluer, pour, la labellisation, alors ça, voilà, c'est vraiment un point focus labellisation. Ça, c'est les 4 points importants qu'on va regarder lors de la labellisation. L'implication des élèves, donc comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, les aires éducatives, c'est un projet,
Éco-citoyens, les élèves sont au cœur du projet. Ce sont eux qui doivent choisir l'aire, qui doivent choisir les axes sur lesquels ils souhaitent étudier. On va également regarder le déroulé du projet, voilà, si le site a été choisi, qu'il y a un calendrier, un état des lieux fait sur le site, des problématiques identifiées. Voilà, après, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, le projet va varier en fonction de là où on est situé, des problématiques que l'on va rencontrer. Donc, peut-être que juste le choix du site va être fait, peut-être qu'un premier état des lieux va être fait, mais peut-être que les actions ne vont pas encore être mises en œuvre, mais c'est normal pour la première année, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien que tout ça soit expliqué sur Sagae, pourquoi les freins, les leviers, etc. Nous allons regarder l'adhésion et la diffusion du projet, c'est-à-dire si le projet il est bien partagé déjà à l'intérieur de l'école, s'il y a une présentation qui a été faite peut-être à une autre classe, si en tout cas les autres classes ont connaissance du projet, même si elles ne travaillent pas sur ce projet. On va regarder s'il y a un lien avec la commune et quel est-il. Et puis, on va aussi regarder la diffusion qui peut être faite à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire envers les parents ou envers l'ensemble de la commune, par exemple. Et puis, un des points très importants aussi qu'on va regarder, c'est l'intégration du projet d'aire éducative dans les différents enseignements scolaires. En effet, le projet d'aire éducative, c'est le support, doit être le support aux enseignements scolaires de façon générale. J'illustre souvent ça en disant, en choisissant le site et en définissant le périmètre, on va peut-être travailler sur justement le périmètre et puis le calcul des aires, etc. C'est une illustration, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que le projet des aires éducatives s'inclut dans tout le projet éducatif de l'année. On pourra y revenir avec l'illustration que proposeront nos témoins. Alors, j'ai arrêté mon partage, je ne sais pas comment j'ai fait. De toute façon, j'avais fini, donc c'est parfait. Je vais proposer à Marie de prendre la suite. Est-ce que votre collègue est arrivé ou pas? Non, pas encore, pas encore. Je Pas viens de lui encore. envoyer le lien. Je lui ai envoyé le lien pour qu'elle essaye de se connecter par téléphone, mais je ne sais pas si elle va y arriver. Mais Marie va porter aisément. Pas de Oui, c'est problème, pas ouais. grave parce que le début, on pensait que je présente puis qu'elle intervienne si besoin. Et après, elle a une diapo pour elle à la fin. Donc peut-être Ok. que d'ici là, elle sera arrivée. D'accord. Et ben alors, je partage ton diapo et puis, Ok. et puis après, on échangera. Et puis, j'imagine que vous aurez tout un tas de questions. Allez, c'est parti. Hop, hop. Alors. Donc voilà, le retour d'expérience de Marie et de Sophie. Hop. Je te laisse y aller. Donc nous, on est une association, donc on est référent de plusieurs aires éducatives. Donc, on va donner notre exemple, mais bien sûr, il y a plein de façons de gérer ça. Mais comme là, avec Rochebrune, ça fait déjà, ce sera la 4e année. Du coup, c'est pour donner un peu une idée de comment on a commencé et puis l'évolution depuis. Donc, voilà les points qu'on va aborder, mais on va essayer d'être quand même un peu rapide pour laisser plus de place aux questions. Est-ce que tu veux passer la diapo, s'il te plaît? Ah. Oui, j'y travaille. Et Sophie a rejoint entre deux, je vois. C'est ça, exactement. Bravo. J'essaye, mais bon. On arrive à passer tous les obstacles. J'espère qu'on va y arriver. Alors voilà, j'arrête le partage, je vais le reprendre. Désolée, je ne sais pas pourquoi ça Salut bug. Sophie. Non, t'arrives pile au bon moment. Oui, bonjour, désolée pour le temps. Pas de problème, bienvenue. Bonjour Ah Sophie. là là. Je suis désolée, j'arrive, je sais pas ce qui se passe. Pour commencer, je n'ai pas forcément besoin de la diapo, je peux vous dire. Voilà. Du coup, donc Rochebrune, c'est donc Sophie Arnaud est l'enseignante de la classe.
Et c'est la première aire éducative qui a été créée dans les Hautes-Alpes. Donc ça date de janvier 2021, avant même qu'il y ait les subventions de l'OFB. Donc il y a eu d'autres fondations ou subventions qui ont permis le lancement. Et là, cette année, du coup, c'est la 4e année que Sophie, elle est sur l'ATE. Donc depuis, il y a eu beaucoup de partenaires qui sont intervenus sur l'ATE. Mais voilà, donc ça a été le lancement, la première ATE des Hautes-Alpes. Et depuis, elle a 4 années de recul. Donc voilà. Donc à gauche, c'est une photo de l'ATE. Donc c'est au bord de la Durance et d'un lac. Et puis il y a une zone prairie, une zone forêt. Voilà, c'est un milieu assez riche et diversifié. Alors, tu peux passer, si tu veux, la diapo. Donc, le logo, là, c'est le logo que les enfants ont dessiné pour créer pour leur ATE. Je pourrais m'ouvrir le mien en parallèle, comme ça, peut-être je pourrais... Parce que je sais plus dans quel ordre j'ai mis les choses. Alors oui, donc concrètement au début, parce que je crois que ce qui intéressait, c'était de voir aussi comment travailler en binôme avec les référents et les enseignants. Donc je donne l'exemple avec Rochebrune, même si ça peut être différent dans d'autres structures. Nous, on a eu pas mal de discussions du coup en amont pour la prise de contact. Ce qui a été important, c'était aussi de voir avec la mairie s'il y avait des terrains disponibles, etc. Mais bon, ça, je pense que tout le monde est déjà dans cette phase-là. Et puis, au niveau du lancement, il y a souvent une première intervention où, du coup, on présente vraiment aux élèves ce que c'est que l'ATE. Donc, ce n'est pas forcément présenté avant la première intervention de terrain. Donc voilà, pour expliquer que c'est un projet national, qu'on va rajouter le propre projet des élèves, etc. On fonctionne souvent avec un cahier qui permet de faire le lien entre ce qui se passe à l'extérieur et puis ce qui se passe dans la classe et justement les liens avec les contenus scolaires, etc. Donc ça fait un cahier de suivi et puis moi je trouve que ça fonctionne bien, en tout cas sur le fonctionnement. Et donc, le tout départ, donc il y a 4 ans, on a eu la visite des terrains. Et là, au départ, nous, on part surtout sur du sensoriel et du sensible. Avant tout diagnostic ou autre, c'est les élèves, souvent, ils ne sont pas habitués à sortir aussi souvent, rester dehors toute une demi-journée et tout ça. Donc, c'est les reconnecter un peu à ça pour choisir leur aire déjà sur un critère que déjà ils s'y sentent bien, qu'ils trouvent l'endroit intéressant, etc. Et donc, je sais plus, je pense que ça a mis 2 ou 3 séances avec Rochebrune, si je ne me trompe pas, parce qu'on avait 3 terrains. Mais ça a été quand même assez rapide parce que ce terrain-là sortait plutôt du lot. Et donc, en général, l'intervention avec le référent, on passe vraiment du temps dehors. Et par contre, il y a toujours un retour en classe qui se fait avec l'enseignante pour revenir un peu sur ce qu'on a fait, peut-être sur les ressentis. C'est à ce moment-là que peuvent se dérouler des conseils des élèves, certains votes, etc. Donc ça, en l'occurrence, nous, on n'est pas forcément présents. Et puis, une fois que le terrain a été choisi, il y a eu la lettre officielle au maire pour rédigée par les élèves. Et c'est à partir de ça que commence la découverte plus approfondie du terrain. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu 2-3 séances pour le choix du site. Et puis après, on a commencé à découvrir l'aire. Oui, c'est bon, merci. Comment créer les déroulés de séances ce qui se passait avec Rochebrune au départ, c'est qu'on avait des réunions référents enseignants en amont des séances, où on discutait comment on allait aborder les choses, combien d'activités on allait faire sur ce genre de choses. Mais en fait, surtout ce qui était important, c'était de varier les approches. Donc, autant du sensible, du sensoriel, comme on a dit. Après, ça peut être du scientifique, de l'artistique,
création et même méditation, donc des moments plus contemplatifs. Et donc, si un thème était choisi, on essayait de proposer quelque chose qui était abordé sous ces différents angles. Par exemple, j'en sais rien, ils voulaient étudier les arbres, c'est les élèves qui choisissaient les arbres, et ben on proposait quelque chose de sensoriel, quelque chose de scientifique et quelque chose d'artistique au sein de la même séance sur les arbres. Ensuite, retour en classe. Donc, il y a toujours ce petit travail entre 2 séances qui est fait par l'enseignante. Peut-être revenir dans le cahier, un vote, etc. Et ensuite, Sophie me transmet ce qui a été dit en classe pour qu'on construise le déroulé de la prochaine séance. Donc, par exemple, si on avait travaillé sur les arbres et puis ensuite, ils ont voté qu'ils voulaient travailler sur les oiseaux, entre deux, on se transmet l'information et puis on propose un nouveau déroulé. En tout cas, là, on fonctionnait comme ça au départ. Et la diapo d'après, on a juste mis une petite chronologie parce que notre fonctionnement a un petit peu évolué. Donc la première année, on avait beaucoup de réunions comme ça entre nous, en amont des séances. Et en fait, ça, au fil des années, ça a beaucoup diminué. Donc depuis la 2e année ou même la 3e, on fait beaucoup moins ces réunions en amont et on est plus juste sur un échange par mail ou téléphone de ce qui s'est dit en classe, qu'est-ce qu'ont voté les élèves, et ça nous suffit pour partir sur un déroulé. Donc voilà, petit à petit, Sophie, elle est devenue beaucoup plus autonome. Elle fait venir d'autres prestataires, d'autres associations, se débrouille pour trouver des interventions gratuites, que ce soit la Fédération de pêche, la Ligue pour les oiseaux, enfin plein d'autres prestations qui viennent vraiment enrichir les séances. Et du coup, moi, elle me demande plus de venir pour des choses très spécifiques, plus scientifiques par exemple. Et donc le fonctionnement a vraiment évolué au fil des années. Donc la première année, on est beaucoup plus ensemble dans l'accompagnement. Et puis petit à petit, on s'autonomise. Et a priori, c'est la dernière année que Sophie demandait le financement de l'OFB parce qu'elle se sent plus armée. Enfin, tu compléteras s'il faut, mais plus armée pour gérer ça toute seule, voilà, au bout de quelques années. Ouais, je crois qu'on a juste mis une diapo pour vous donner des exemples concrets de ce qui a été fait, sachant que ça peut être très variable, mais pour les aspects connaissances, on a étudié beaucoup les petites bêtes de la terre, de l'eau, tout ce qui est arbres, végétaux, les oiseaux, le castor qui est présent dans la Durance. Au fil du temps, on est arrivé aux actions, donc plutôt à partir de la 2e année. Donc, qui était toujours autour d'augmenter la biodiversité. Donc là, on a mis des exemples, construction d'abris insectes, hérissons, murets de pierres sèches, plantation, nichoirs, ramassage de déchets, qui est quelque chose qui sort très vite chez les élèves, des bombes de graines, caractérisation des microplastiques de la Durance. Donc ça, c'est des choses beaucoup plus concrètes qui ont été faites au fil du temps. Et au niveau sensibilisation, les élèves ont créé des panneaux, des textes pour expliquer ce que c'était que leur ATE. Chaque année, on essaie de faire une journée d'inauguration en juin, où on invite les parents, la commune, les autres écoles, les classes, parce que là, c'est un RPI. Et ça permet vraiment de faire quelque chose d'officiel, où c'est des élèves qui décident de la séance, c'est eux qui font découvrir des activités choisies au public. Et moi, je trouve que c'est un super moment. J'encourage un peu tout le monde à prendre une séance pour faire ça à la fin d'année. Et donc là, ils ont planté un arbre, ils ont une marraine, une championne olympique là, qui est marraine de l'air. Voilà, donc depuis, ça a vraiment pris des proportions plus importantes, mais au fil du temps. La première année, on n'a été que dans la découverte totalement. On n'a fait aucune action. Et c'est venu, voilà, en 4 ans, enfin 3 ans du coup, on voit que ça a pris beaucoup d'ampleur, mais il faut laisser le temps pour arriver à ça, en fait. Voilà, je ne sais plus ce que c'est la diapo d'après. Alors, la diapo d'après, voilà. Oui, donc là, je vais laisser Sophie parler des retombées pour sa classe. Moi,
j'en observe aussi plein, mais je pense que c'est la plus à même pour transmettre. Et voilà, c'était peut-être un peu brouillon, mais on vous laissera avec les questions plus précises s'il faut. Donc bonjour, non Marie, c'était parfait, oui. Donc effectivement, donc oui, j'ai gagné en autonomie, je suis devenue grande sur l'ATE. Oui, donc pour les enseignants, là, je vais déjà parler côté enseignant. Donc effectivement, il faut bien être accompagné dès la première année et vraiment compter sur l'association, le partenaire scientifique qui nous aide. Parce qu'au début, on est un peu, voilà, on ne sait pas trop comment ça fonctionne et donc on a quand même besoin d'aide. Donc c'est vrai qu'au début, une ATE, ça prend du temps au niveau de l'enseignant, de l'enseignement, parce que ben voilà, on n'est pas à même de répondre à toutes les questions des élèves. Donc on a besoin de connaissances scientifiques et donc on s'aide du partenaire. Donc c'est vrai qu'avec le partenaire, on a fait énormément de réunions. Avec Marie, on a vraiment fait beaucoup de réunions et chaque réunion durait bien 30 à 45 minutes pour préparer une séance. Après, au niveau des enseignants, c'est aussi difficile parce que vraiment, une aire terrestre éducative, ça doit partir des élèves, donc des envies des élèves, des besoins des élèves. Et donc, en fait, eh ben, on ne peut pas forcément tout anticiper. Donc, on avance avec eux. Donc, ça peut être déstabilisant au départ, mais en fait, c'est très enrichissant, autant pour les enfants, pour les élèves, que pour nous, enseignants. Voilà. Et donc là, au bout de 4 ans, ben, on peut dire que oui, c'est que du positif. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Et finalement, on apprend avec les élèves et ça marche très bien. Ça marche très bien et on devient, comme a dit Marie, autonome. Au niveau des élèves, c'est un projet qui est très motivant pour les élèves, qui donne vraiment du sens aux apprentissages. Voilà, donc pour eux, leur ATE, c'est tout. Ils sont ravis de venir à l'école pour travailler sur l'ATE. Donc, on a de plus en plus des enfants qui ne sont pas très scolaires, qui ont du mal à garder le cadre de l'école. Et du coup, ben, par l'ATE, ils vont dehors. Ils ont des activités qui, pour eux, ont du sens. Et donc, on a des enfants qu'on arrive à récupérer grâce à des projets comme l'ATE. Donc, c'est un projet très enrichissant pour les élèves. Ensuite, ben, dans ce projet, ben, comme tout projet pédagogique, on arrive à faire le lien avec toutes les disciplines. Donc, autant du français que des sciences, que des mathématiques. Même la première année, ben, écrire la lettre à la mairie. Donc, travailler sur une lettre officielle, comment la rédiger. Travailler sur les limites du terrain en géographie. Enfin, on arrive vraiment à mettre ce projet dans toutes les disciplines. Pour l'ambiance de classe aussi, du coup, il faut vraiment travailler tout ce qui est coopération, réunion de vie, conseil de classe pour prendre des décisions sur l'ATE. Donc, le climat de classe est vraiment amélioré avec une ATE. Voilà. Donc, honnêtement, à part le temps que ça peut nous prendre sur la première année, ben, parce que, ben, pareil, on apprend comme les élèves, il n'y a que du point positif, autant pour les enseignants que pour les enfants. Voilà. Et le climat de classe, les élèves pas très scolaires, ben, on arrive à les récupérer grâce à l'ATE. Voilà. Et nous, autant la première année, ben voilà, il fallait que je revienne sur les règles de classe, comment on se comportait en sortie. Là, pourtant, je n'ai pas les mêmes élèves depuis 4 ans, mais ça file sans avoir besoin de faire de discipline ou autre. Ils sont tellement attachés à leur ATE que d'eux-mêmes, ils savent gérer l'ATE et se gérer eux-mêmes. Voilà. Et par rapport à la biodiversité, par rapport à la science, ben, c'est vraiment impressionnant parce que la première année, quand on a commencé avec Marie, on avait des élèves qui avaient très, très peur de toucher une araignée ou voilà, qui ne faisaient pas du tout attention. Et à la fin de l'année, donc on va dire en 6 mois, parce qu'on a commencé un peu tard, mais en 6 mois, on avait des élèves qui faisaient attention, qui étaient capables de récupérer une araignée, qui maintenant, dès qu'ils viennent à l'école et qu'ils trouvent un petit insecte sur le bord, ils le récupèrent et ils le ramènent. Enfin voilà, tout est étudié, tout est prétexte à étudier la biodiversité. Voilà, donc on a vraiment un regard sur l'environnement qui a changé avec l'ATE.
Et puis, c'est même assez rapide. Moi, c'est ça que je trouve flagrant. C'est qu'en quelques séances, alors c'est vrai que les toutes premières séances, ça paraît un peu n'importe comment, mais ça se pose très vite. Et l'effet qu'on voit là sur l'appréhension, sur l'observation, se poser et tout, est quand même rapide, je trouve. Dans des Oui. classes très variables, des classes citadines, des classes petits effectifs, grands effectifs, etc. Donc ouais, il y a un petit temps où voilà, ils sortent, c'est la folie parce qu'ils sont dehors, ils sont tous excités. Et puis ça se calme quand même très vite. Et je trouve que c'est fou la progression sur son regard sur la nature et tout, comme tu dis. C'est rapide. Et même au niveau des dessins scientifiques. C'est au début dessiner une petite bête, ben, ils vont faire un dessin comme ils ont l'habitude de faire en classe. Et puis après, ils vont travailler sur les détails. Enfin, voilà, on a vraiment après des dessins, des schémas. Enfin, c'est assez impressionnant, effectivement, en peu de temps, la différence et les compétences qu'ils acquièrent. Si je Voilà. peux, Oui. si je peux me permettre, on a eu la chance avec Dorian de vivre une journée entière avec les enfants de Rochebrune, Marie et Sophie, sur un chantier qu'on menait nous, au FB, sur un échantillonnage piscicole sur le lac de Serponçon. Et on a vécu avec les enfants. Et je me retrouve tout à fait dans ce qu'elles viennent de dire, c'est-à-dire un comportement qu'on n'a peut-être pas l'habitude de rencontrer, et où le regard sur les poissons, sur l'histoire du lac de Serponçon m'ont frappé, quoi. On avait l'impression de parler avec des adultes ou avec des gens qui étaient comment dire, qui connaissaient déjà l'histoire de Serponçon, puis qui étaient intéressés, motivés pour en savoir encore plus sur la retenue au bord de laquelle ils vivent, en fait, parce qu'ils en sont tout près, quoi. Donc c'est important, comme tu dis, une araignée, au début, il y a 3-4 ans, ils ne pouvaient pas toucher une araignée. Et puis, au fil du temps, on voit les enfants qui ont un regard et un comportement complètement différent. Et c'est ça qui rend positif et optimiste sur l'avenir je ne vais pas dire des générations, mais c'est la motivation, l'énergie qui peut nous pousser. Oui, puis quand il y en a qui disent maintenant, quand ça va pas, je vais dans la nature, ou ça me calme d'être dehors, ou je regardais plus la nature pareil. Ou là, en une séance, il n'y a pas longtemps, j'ai eu je me sens faire partie d'un tout comme si j'ai toujours appartenu là. Enfin, c'est super fort d'entendre ça en une séance dehors, quoi. Et ça leur change vraiment cette relation. Alors que c'est des fois des enfants de la campagne et tout, mais qui sortent pas tant que ça, qui sont pas tant connectés. Oui, mais c'est ça dans les échanges qu'on a pu voir aussi sur les temps calmes que vous organisez, où les enfants font des réflexions après dans ce qu'ils ont vécu dans les 2-3 heures précédentes, et que vous nous avez envoyé les enfants qui s'expriment en disant j'ai redécouvert la nature et je l'ai fait découvrir à mes parents. J'ai emmené mes parents sur le site de l'Aire éducative pour leur faire découvrir ce qu'on faisait. Enfin, des réflexions qui sont presque des réflexions d'adultes pour moi. Voilà. La reconnexion au vivant vue par les enfants. Ben, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et puis, on va laisser la parole à nos invités, on va dire. En tout cas, c'est riche et ça explique bien comment vous menez le projet. Alors, est-ce que les personnes présentes ont des questions, que ce soit d'ordre administratif, technique, à nous, Jean-Michel, Dorian et moi, ou alors à Marie, Sophie? Des questions dans le chat, Dorian? Non. Si je ne me trompe pas, alors, Fanny voudrait prendre la parole. Alors là, du coup, je vous laisserai ouvrir votre micro et votre caméra si c'est possible ou pas, comme vous le souhaitez. Oui, bonjour, je m'appelle Fanny Roussillot. J'espère que vous m'entendez bien déjà? Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si ma caméra fonctionne du coup. On voit tout noir a priori pour le moment. Ok, c'est c'est bon. Voilà, ok. Du coup, je m'appelle Fanny et donc je travaille dans une asso qui est basée à Briançon, qui est labellisée CPIE. Et donc cette année, on porte notre première aire éducative sur l'école du Pinet à Puy-Saint-Pierre. Et donc, voilà, déjà, on est très heureux d'avoir été retenus sur ce dispositif. Et donc, je suis allée à la rencontre des élèves juste avant les vacances de la Toussaint.
Et déjà là, j'étais très agréablement surprise par tout de suite leur réflexion à quel point on a à peine exprimé là où on voulait en venir, qu'ils savaient déjà où on allait en fait. C'était assez impressionnant. Et pour vous dire, au mois de novembre, on est déjà allé visiter des lieux, parce que je leur avais demandé d'y réfléchir pendant leurs vacances. Et voilà, ils en ont retenu 5. Et donc, on a déjà fait une première visite. Et c'était incroyable parce que ni l'enseignante ni moi sommes de la commune. Et donc, pour le coup, c'est vraiment eux qui guidaient, qui nous amenaient jusqu'au site. Donc, on est vraiment au cœur de la démarche éducative. Tout ça pour dire qu'on avait encore 2 autres sites à aller visiter. Et là, il s'avère qu'il a beaucoup neigé et qu'il y a un des sites qui va devenir inaccessible. Et donc, je voyais le calendrier. Après, j'ai pu échanger avec Stéphanie Foissac déjà et Marie à ce sujet, comme quoi il y avait une certaine flexibilité. Mais là, voilà, il y a vraiment un site en plus qui avait été, on va dire, préconisé par la commune, qui est un jardin des canaux sur lequel ils remettent beaucoup de temps et de projets. Et d'ailleurs, il était énormément à ce que ça puisse être ce lieu. On leur a bien expliqué que c'était les élèves qui allaient choisir et que s'ils le souhaitaient, on allait pouvoir faire un conseil élargi pour qu'ils puissent apporter d'autres éléments contextuels que les élèves n'ont pas, etc. Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, je suis face à 2 problématiques. Donc, la première qui est la neige, où voilà, il y en a beaucoup. Et en plus, en termes d'accessibilité, on doit passer à travers une piste de ski qui va ouvrir dès ce week-end. Et donc là, ça me posait un peu souci parce que voilà, on devait aller la visiter les semaines précédentes, puis ça a été reporté du fait que l'enseignante n'était pas disponible, etc. Et voilà, il y a cet enjeu-là. Et l'autre, c'est le fait que je ressens déjà, on va dire, un peu une pression de la part de la commune et de personnes qui travaillent sur ce jardin des canaux, du fait que voilà, ça avait été vraiment discuté au préalable avec ma collègue Célia qui a déposé le projet. Et qu'aujourd'hui, je sens que pour eux, il y a vraiment un gros enjeu que ça puisse être ce site retenu. Et voilà, je leur ai bien expliqué la démarche et que voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais voilà, j'essaie de voir si vous avez déjà rencontré ces problématiques et comment vous avez réussi du coup à concilier tout ça. Voilà, voilà. Merci pour cette question, Fanny. Jean-Michel, tu veux apporter une réponse? Ouais, c'est sympa, hein. Non, mais sinon, je commence et puis tu complètes, c'est comme tu Non, veux. non, mais j'ai trouvé déjà un petit truc. Allez, vas-y. Je coupe mon truc. En fait, oui, c'est un gros problème qu'on rencontre pas partout, hein, notamment en bas, hein, par chez nous. La Mais neige. alors, mis à part s'il y a une expérience côté Marie là-haut, et s'il y a un intérêt fort à ce que vous puissiez mener le projet là où les élèves vous ont emmené, donc si j'ai bien compris sur le lieu qui est enneigé, il faut essayer de le maintenir. Quelles sont les contraintes ou les ennuis que vous voyez, que vous envisagez? Si c'est par rapport au financement, c'en est pas un. Enfin, c'est pas un obstacle. C'est pas parce que vous avez choisi, on va dire, vous avez presque choisi le site. Il reste à le valider. Et ça sera fait avant la fin de l'année. C'est plutôt que vous allez prendre plus de temps qu'ailleurs. Moi, c'est surtout ça que je vois. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est prenez votre temps, même s'il n'y a pas de problème de neige, prenez votre temps. Il vaut mieux avancer lentement, mais sûrement, pour bien poser les bases du projet. Et puis après, vous rencontrez un événement. On a eu l'événement du confinement il y a 2-3 ans. Là, c'est un autre événement, mais qui se reproduit à peu près tous les ans. Enfin, il faudrait qu'il se reproduise tous les ans, il faut l'espérer dans l'avenir, avec un site qui est enneigé pendant une partie de l'année. Et vous pouvez travailler, c'est ça que j'ai imaginé peut-être, est-ce que vous ne pouvez pas travailler justement sur… Alors, l'enneigement, c'est une chose qui est naturelle. Par contre, sur l'usage, la piste de ski dont vous parlez, qui peut-être qui vous perturbe, en tout cas, il y a quelque chose à travailler autour de tout ça. Si la piste elle est en plein milieu du site, non, parce que j'allais dire, c'est du domaine de l'anthropisation et c'est quelque chose qui est à travailler. Mais si c'est un problème qui peut perturber pour l'accès, c'est intéressant aussi de travailler autour. Voilà les premières choses que je vois. Mais disons, dans le déroulé, si derrière votre exposé, il y avait est-ce qu'on peut garder ce site-là parce qu'il va être enneigé pendant 6 mois de l'année?
ça serait dommage de s'en priver. Enfin, est-ce qu'il y a un autre site qui n'est pas enneigé déjà? Et puis, est-ce que c'est dommage si tous les regards et les choix se portent sur ce site-là, pourquoi se bloquer? Le projet avancera peut-être plus lentement, mais il faut essayer d'exploiter les contraintes qui sont imposées par le milieu naturel et les cultiver. Voilà, c'est peut-être que des phrases, tout ça, mais ça doit aider. Et puis, on pourra en reparler plus tard. Je peux peut-être donner un conseil sur. Vas-y Marie, moi aussi j'en apporterai un aussi sur la commune. Mais vas-y Marie. Confronté dans les Hautes-Alpes que voilà, on a la réponse de la subvention, on commence qu'en novembre, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais du coup, moi ce que je vois, c'est que un site peut être visité même sous la neige parce qu'on peut toujours faire les traces de vie, on peut toujours voir voilà, si c'est possible, ça peut être une sortie. Et si c'est pas possible, ça peut aussi être de décaler. Et tant pis, de mettre 2 sorties par mois, 3 sorties par mois à partir de mars-avril et de passer plus de temps à ce moment-là. Et ça peut être expliqué dans la démarche aussi. Parce que des fois, même si c'est sous la neige, ils peuvent quand même avoir un ressenti du site. Et parfois, aussi le temps de trajet, ce genre de choses, ça peut rentrer dans les critères de sélection. Donc, si c'est possible de le visiter même une fois sous la neige, ça peut quand même donner des éléments. Et sinon, d'essayer de décaler le maximum. Après, je ne sais pas si vous pouvez intervenir plus au printemps, mais ça peut être aussi une façon de contourner le problème, quoi. Si je peux me permettre de rebondir, en fait, c'est vraiment l'accès qui va être compliqué du fait qu'il y a du dénivelé et que là, avec la neige, vu la quantité qui est tombée, ils peuvent vraiment s'enfoncer. Enfin, voilà, c'est vraiment pas aisé. Et je me permets d'apporter un éclaircissement. C'est par rapport en fait au premier site sachez qu'on a visité. En fait, c'est une super idée que les enfants, c'est un terrain communal qu'ils connaissent bien. Enfin, vraiment, il a un bon potentiel, il répond bien aux critères qu'ils ont retenus en classe, mais ce n'est pas celui qui a été envisagé initialement par la commune qui a signé. Et donc, c'est là où j'exprimais que le fait qu'il y avait un peu une pression parce qu'ils ont entendu qu'on avait visité ce lieu-là et ils aimeraient. Et ça ne va pas dans leur sens, on va dire. Voilà. Peut-être que je ne l'avais pas suffisamment bien explicité. Voilà. Non, mais moi justement, je voulais répondre sur ce point-là. Vous avez tout à fait raison dans le sens où moi je vous encourage dans ce que vous avez compris du projet, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui doivent décider en fonction des critères qu'ils ont élaborés. Si ça ne correspond pas à la commune, ça ne correspond pas à la commune. Alors, il va falloir l'amener de façon un peu diplomatique, ça c'est évident, mais c'est tout à fait le jeu de l'ère éducative, c'est-à-dire que les enfants vont probablement aller là où on n'attend pas qu'ils aillent, tant que c'est raisonnable et sécure pour eux. Donc, s'ils choisissent un autre lieu qui n'est pas celui que la commune a prédéfini, eh ben, tant pis. Il faudra évidemment l'expliquer. C'est vrai que vous avez évoqué le fait que la commune puisse venir intervenir dans l'école pour apporter des éclairages sur le site qu'elles avaient prédéfini. Pourquoi pas? Effectivement, ça peut être mais ça ne veut pas dire que les élèves vont aller quand même vers ce lieu-là. Peut-être que du coup, ce lieu que les enfants auront choisi qui ne correspond pas à la commune, il faut peut-être essayer avec les enfants de trouver une argumentation en termes de, je ne sais pas, d'accessibilité, de pourquoi ils ont choisi ce site-là plus qu'un autre, plus que l'autre, de le comparer, peut-être justement aussi de les faire participer à cet argumentaire. Et puis après, vraiment, s'il y a un blocage, nous, on pourra intervenir aussi pour représenter les objectifs et le fonctionnement d'une aire éducative auprès de la commune si nécessaire. Et puis le conseil des élèves, le conseil élargi des élèves de l'ère éducative, il est fait pour ça aussi. Il faut inviter le représentant de la commune pour s'expliquer. Mais c'est avant tout le choix, comme dit Samantha, c'est avant tout le choix. Si c'est ce choix-là qui a été fait par les enfants, c'est celui des enfants qu'il faut suivre. En aucun cas, la commune, elle doit imposer quoi que ce soit. Ce qu'on attend de la commune, c'est qu'elle vous aide et qu'elle aide au financement aussi d'une manière ou d'une autre, qu'elle aide au fonctionnement, donc au financement, par exemple, de l'ère éducative. Merci en tout cas pour ces éclaircissements et c'est toujours rassurant de savoir au pire des cas, il peut encore avoir un arbitrage de l'OFB dans ce genre de situation. Mais moi, j'ai le sentiment en fait que la commune avait pris un peu pour acquis au moment où ils ont signé et cofinancé le projet. Et voilà, alors que ça ne représentait pas vraiment une forme d'engagement formel. Mais
voilà, je leur ai déjà bien expliqué, ils l'ont compris et je le referai si nécessaire. Et je me permets juste de terminer, parce que je vois qu'il y a d'autres mains levées, sur Oui, le fait que, je m'excuse, mais juste sur le fait que, voilà, si on organise, comme disait Marie, plusieurs sorties concentrées sur des mois à partir du printemps, du fait qu'il faut déposer en parallèle cette demande de labellisation, moi j'ai peur en fait que ça porte préjudice en fait. Enfin, du fait qu'on n'ait pas plus Non, avancé entre décembre et mars, quoi. non, la labellisation, si vous la présentez pas en 2024, en mai 2024, c'est pas un drame, hein. C'est pas un drame, surtout que vous avez enfin, vous venez de nous exposer les problèmes que vous rencontrez, qui sont des problèmes naturels. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de présenter votre dossier de labellisation en première année. C'est souhaitable. Nous, ce qu'on veut, c'est Sagae, qu'on puisse voir l'évolution de Sagae. Comme disait Samantha, on a à peu près 140 dossiers aire éducative en vie sur PACA. Il faut qu'à travers Sagae, on puisse voir ce que vous voyez. Et puis après, quand on peut, on passe vous voir pour voir un peu la vie, s'enrichir de ce que vous faites, parce qu'on découvre qu'à travers Sagae ou sur le terrain quand on va vous voir, mais on voit très peu d'aires éducatives dans l'année. C'est bien dommage, quoi. Et puis donc, revenez vers nous par mail, par téléphone, vous avez nos coordonnées. Et puis, je pense qu'on est là. On n'y passe pas tout notre temps, hein. Moi, je suis à 20% sur les aires éducatives, Samantha 50%. Dorian est là encore quelques mois, enfin le plus longtemps possible, mais donc on fait ce qu'on peut, mais on essaye d'être là, effectivement. Eh bien, un grand merci pour votre disponibilité et merci. Je suis très contente qu'il y ait cette visio et d'avoir pu poser mes questions. Je ferme mon micro. Merci. Je vais laisser la parole à Ananda. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis enseignante à l'école des Saintes-Maries de la Mer. Et donc, il y a Léna Collet qui est du parc régional de Camargue. On a monté ensemble, on est en train de se lancer dans l'aventure aire marine éducative. Une belle aventure. Et du coup, donc aujourd'hui, on a envoyé à Madame le maire la lettre pour demander, pour faire savoir le choix des enfants et puis et pour qu'ils nous autorisent, pour qu'ils soient avec nous dans ce projet-là. Et du coup, j'ai une question. Effectivement, sur les visites, on a visité plusieurs plages, plusieurs aires marines. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a une qu'on a visitée fin septembre, il faisait super chaud, il y avait encore plein de gens qui se baignaient. Et puis l'autre qu'on a visité début novembre, où là, il n'y a plus personne sur la plage. On ne voit pas du tout les mêmes choses aussi en termes de tout ce qui est coquillage, etc. Et c'est vrai que je pense que ça peut aussi avoir un impact sur le choix des élèves. Quand on visite peut-être les aires avec beaucoup d'espace dans le temps, selon les saisons, c'est pas du tout la même chose. Donc, bon, voilà, ça c'est une petite parenthèse. En fait, ma question, c'était hyper pratico-pratique. On a eu une subvention. Et en fait, cette subvention, elle va beaucoup, quelque part, aussi orienter les intervenants, le matériel, etc. Donc, on avait fait une demande de subvention en mettant des montants et tout ça. Et en fait, je voulais savoir comment est-ce que comment ça se passe en fait. Il faut, quand on fait venir un intervenant, après, on envoie la facture. Enfin, comment est-ce que c'est contrôlé? Du coup, les montants vont pas être exacts. Enfin, voilà, je suis un peu inquiète sur la partie budget et c'est pas rien parce que c'est quand même une grosse subvention et c'est important d'utiliser correctement cet argent. Voilà, je voulais savoir comment la gestion se passait si c'était pas précisément à l'euro près comme on a mis dans la demande, quoi. C'est une question tout à fait pertinente qui se pose à tout le monde. Super. J'apporte un début de réponse, puis je laisserai mes collègues compléter sans doute parce que je ne suis pas une experte là-dessus. Effectivement, en fin d'année, l'OFB, enfin en fin d'année, je ne sais plus exactement à quelle époque d'ailleurs, vous allez me compléter Jean-Michel et Dorian, va vous demander des justificatifs d'utilisation de la subvention. Et bien sûr que vous avez fait un budget prévisionnel qui s'appelle bien budget prévisionnel. Donc effectivement, ce sera en fonction de la réalisation de ce que vous allez apporter comme justificatif. C'est normal qu'il y ait un écart, quoi. Voilà. Après, je sais, voilà, Jean-Michel, Dorian, à quelle époque c'est demandé ces justificatifs et comment, je ne me rappelle plus. En juin.
En En juin. Vous pouvez avoir un questionnement en juin de la part du niveau national. Vous avez touché une subvention de... Enfin, c'est l'école ou le référent qui a touché la subvention? C'est l'école. Comment? L'école? C'est l'école. L'école. Il faut, alors, ce qu'on demande maintenant, surtout aux enseignants, on va dire, c'est de bien tenir à jour. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans l'avenir, normalement 23-24, enfin, à la rentrée 2024, c'est ça, ouais, 2024, Oui. le prochain appel à projet financement de l'OFB sera automatiquement, c'est le souhait, alors logiquement ça devrait être à partir du prochain, la somme sera versée aux écoles, enfin aux établissements scolaires. Voilà. Et ce qu'on souhaite, c'est que vous teniez, alors que ce soit le référent ou l'enseignant, mais on s'adresse plutôt aux enseignants, ça peut être le référent, qu'il y ait un carnet de bord qui soit tenu pour que, par exemple, quand il y a une séance lundi prochain, il y a un cahier avec la date, la signature de chacun, ce qui s'est fait, de façon à ce que nous, on puisse justement aller, j'aime pas dire contrôler, mais qu'on puisse aller voir un peu ce qui s'est passé et comment a été utilisé l'argent de l'OFB. Si la commune verse de l'argent, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'argent, alors vous avez dû recevoir 3 200 € cette année pour un nouveau projet, enfin si vous avez demandé cette somme-là. 2000. Ah, on a eu 2000, oui. Parce que vous avez demandé 2000, enfin vous avez la somme que vous avez demandée. Oui, mais qui correspond tout simplement à vos besoins. On peut pas dire autre chose. Mais vous aviez le droit jusqu'à 3 200 €, c'est pour ça que je dis 3 200 €. Mais donc, tenez à jour la comptabilité, les factures, etc. Et comme disait Samantha, s'il y a des modifications qui sont intervenues sur le plan prévisionnel, ce n'est pas un problème. C'est que vous puissiez justifier que les 2000 € que vous avez versés l'OFB ont été utilisés à ci, à ça, etc. Voilà. Ok, super. Et si vous avez un souci, enfin, si vous avez encore un questionnement autour de tout ça, encore une fois, revenez vers nous, on en reparlera. Bon, c'est plus, voilà, savoir que j'ai un peu de souplesse, si c'est, voilà, que ça ne sera pas… Bon, très bien. Merci beaucoup. Non, parce qu'il faut bien voir que, on fait des contrôles. C'est pour ça qu'on demande à partir de cette année, systématiquement, quand on le peut, aux projets, aux porteurs de projets, de tenir un cahier de façon à ce qu'on puisse avoir un regard sur le nombre de séances. Vous avez vu que dans le dossier de financement, vous prévoyez de faire 8 séances, 10 séances. Le référent prévoit de faire tant de séances. Bon, il ne faut pas se leurrer. Parfois, on découvre des petites choses qui sont décalées, pas de 8 à 7, mais de 8 à 3. Donc, c'est ça qu'on veut contrôler. Voilà. Mais comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas 1 € près et c'est pas. On veut voir le travail qui a été fait à travers Sagae et éventuellement à travers ce cahier, puis à travers un échange avec vous. Super. Ok, merci. De rien. Merci Ananda. Alors, il y a Monique qui voulait prendre la parole. Alors, bonsoir à tous. En tous les cas, je voulais vous saluer déjà, Jean-Michel, Samantha et Dorian. Je suis très contente d'être là. C'est juste pour dire tout notre soutien donc au niveau de la mission académique. Moi, je suis plutôt dans l'académie de Nice. Alors, j'ai entendu les témoignages donc d'Aix-Marseille, mais les collègues de la mission, en tous les cas les 2 IPR qui gèrent la mission, sont aussi très attentifs donc au type de projet. Alors, je dois bien dire que je suis plutôt les aires éducatives en collège hein, au niveau de la 6e, et c'est vrai que nous avons un petit peu plus de mal à voir, donc à découvrir les projets des écoles primaires, mais tout à fait intéressant en matière d'éducation au développement durable. Ce dispositif, il est exemplaire
dans le cadre de cette démarche de projet, cette interdisciplinarité et surtout, effectivement, de faire réfléchir les élèves aux enjeux liés au développement durable. Alors, c'est vrai que je m'aperçois qu'à travers le témoignage des deux collègues Marie et Sophie, tout à l'heure, on en a souvent parlé, Jean-Michel, Samantha, de cette progressivité des apprentissages qui serait intéressant entre l'école primaire, le collège, voire le lycée, puisqu'il y a quelques expérimentations. Donc voilà, dans tous les cas, ce sont des projets qui sont très construits et qui sont modélisables au niveau des établissements scolaires, en particulier dans le secondaire. J'oubliais de vous passer le bonjour d'un projet qui est allé très loin, celui de Madame Chatadvili. Donc, je suis allée cet après-midi donc pour la démarche globale d'établissement. Elle vous passait bien sûr le bonjour. Et surtout, je voulais dire que le projet continue, s'épanouit. Et je crois qu'elle a entamé une deuxième ère éducative. Donc, j'ai même rencontré des élèves, c'est un petit peu comme les élèves dont parlaient les deux collègues du primaire. Les élèves sont encore très impliqués. Donc, c'est vraiment un dispositif qui permet aux élèves de s'impliquer et de s'engager. Voilà. C'était juste un petit salut que je voulais vous dire et vous savez qu'on est là. Merci Monique. Je vous en prie. Une académie qui est présente. Voilà, c'est ça. Alors, il y a Joël qui voulait intervenir. Bonsoir Joël. Voilà, ça y est, j'autorise la caméra et le micro. Vous m'entendez? Génial. Oui, voilà. Oui, super. Alors, donc moi, je suis, pour me présenter, dans la section d'enseignement professionnel du lycée Émile Zola Aix-en-Provence. J'ai fait voter, alors je n'ai pas signé la convention que je dois déposer dans SAGAE, donc je suis en retard, mais j'ai fait voter au CA puisque j'ai eu une subvention, enfin l'établissement a reçu une subvention, donc j'ai fait voter au CA la réalisation de l'aire terrestre éducative. Et j'avais des questions parce que, donc nous, on a planifié avec le référent, qui est la Maison régionale de l'eau, les interventions à partir du 31 janvier, donc toutes les semaines, le mercredi après-midi, parce qu'on a les élèves, j'ai les élèves à ce moment-là et puis c'est plus facile que 8 h du matin, parce que c'est gelé. Donc on va toutes les semaines et on n'a pas l'orientation des élèves planifiée, les interventions. Donc, du coup, il va falloir qu'on soit assez réactive. Et j'avais des questions par rapport à ça, parce qu'on a fait un démarchage terrain, on sent les élèves. On a identifié 3 parcelles. Alors, j'ai essayé de les visualiser sur Géoportail pour ne pas me tromper, parce que là aussi, ce n'est pas évident. Je voulais écrire un courrier à la mairie pour savoir si ces parcelles sont possibles, parce que j'ai déjà contacté la mairie. Et ce que je voulais savoir, c'est parce qu'il faut que les autres professeurs travaillent sur cette aire terrestre éducative, mais on n'a pas démarré. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti faire, le lundi, il n'y a pas longtemps, on a visité les terrains avec Marion, Arnaud de la MRE. J'ai fait venir la laborantine de l'établissement de SVT qui nous accompagnait. Et elle m'a dit, il faut ramasser des feuilles. Donc, on est parti le mercredi matin avec le professeur de sport faire une collecte de feuilles avec la classe. Et je ne leur ai pas parlé encore de la création de l'aire. Je leur ai demandé, comme c'est un bac pro animation enfance personnes âgées, de me proposer des activités en lien avec les feuilles. Donc, ils m'ont rempli des fiches activités auprès d'enfants. Et ils sont partis en stage, voilà. On n'a pas eu le temps de réaliser les activités qu'ils ont proposées. Ils m'ont proposé un herbier, de créer des animaux. Et j'ai reproduit cette même activité avec les élèves de première, à la fois en accueil collectif de mineurs et auprès des résidents, des personnes âgées en EHPAD. Donc, eux m'ont proposé encore des activités intéressantes. Et voilà où on est. Alors, la question que je me posais, c'est pour être en raccord avec la démarche de l'OFB, est-ce que je peux demander aux autres professeurs de les faire travailler sur, par exemple, sur les mesures avant de choisir le terrain? Est-ce qu'on peut commencer comme ça? Ou est-ce qu'il faut que j'attende qu'il y ait un vote en conseil d'élèves
sur le choix de l'aire ou comment ça se… Parce que ça doit venir des élèves, je suis d'accord pour les observations, nous, on n'a pas de SVT, on n'a pas… Donc, on peut partir sur la faune, la flore, la ripisylve, mais on a aussi les risques majeurs. Voilà, j'ai demandé à mon collègue en PSE, puisque c'est au programme de la classe de seconde, de faire les risques majeurs, parce que nous, la zone, il y a le rupture de barrage, il y a le tremblement de terre, il y a les risques inondations, incendie. Du coup, ça fait travailler, mais ce n'est pas les élèves là qui… Vous voyez, je sais que les élèves vont faire des propositions, des créations. Ça va après s'enchaîner très vite parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire des propositions et de tout créer. Mais est-ce que je peux déjà travailler en amont avant que l'aire soit créée pour les 3 semaines de janvier, par exemple, avec les autres collègues? Ou est-ce qu'il faut que j'attende que les élèves décident de voter et après on ouvre à tout le monde? Alors, par où commencer? Donc, c'est ça. En fait, dans mon esprit, c'est nébuleux. Hein. Enfin, non, mais c'est normal. Alors, ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes dans la première année. Comme le disait Marie tout à l'heure, il est possible que vous ne mettiez pas d'action en place cette année, qu'il y ait des travaux qui soient faits par vous, par vos collègues, un peu par-ci, par-là, de façon un peu brouillon cette année. C'est un peu normal. Et ne vous inquiétez pas. Effectivement, ce qu'il va falloir absolument faire et avoir fait d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir choisi le lieu avec les élèves et que ce soit les élèves qui aient choisi le lieu. Ça, c'est pour valider vraiment le projet, ça, c'est vraiment l'objectif de votre année, si vous voulez. En plus, vous êtes contrainte par le fait qu'ils sont en stage de façon régulière, donc vous avez encore moins de temps que d'autres projets peut-être pour développer votre projet. Donc voilà. Donc là, moi, ce que je vous proposerais, c'est effectivement, pourquoi pas commencer à faire travailler sur certaines activités de la part des autres professeurs. S'ils sont partie prenante de l'histoire et du projet, il n'y a pas de problème, tout en commençant à parler aux élèves de ce projet, de ce que c'est qu'une aire éducative, oui, vous avez travaillé là-dessus avec votre professeur de machin, mais parce qu'on a ce projet d'aire éducative, et d'essayer de créer du lien entre vous, entre les professeurs, ce que vous faites, et puis entre les différents apprentissages que vont être amenés à avoir les élèves. Pour moi, oui, effectivement, là, si vous avez plusieurs lieux, etc., il va falloir aller, il va falloir que les élèves puissent poser les critères de choix pour le choix du site. Ça, vous allez pouvoir le faire courant janvier. Et sans doute, courant janvier, février, choisir finalement le site, quoi. De toute façon, ça va aller assez vite ça va aller assez vite. J'ai des collègues qui vont m'aider à faire la lettre pour la mairie, mais de toute façon, on a repéré 3 parcelles et on veut que les parcelles elles soient limitrophes du lycée parce que, ah oui, déjà ça aussi, on réfléchit avec mon administration parce que moi, ça m'engage aussi. Alors, en créant l'aire, en proposant aux élèves, c'est ça que vous disiez par rapport à la communication. Moi, je suis obligée de faire des autorisations de sortie. Et donc, j'ai des papiers administratifs et j'ai, en plus là, avec les renforcements de sécurité, j'ai pour si je dis 8 sorties, j'ai 8 autorisations de sortie. Et donc, je suis obligée de communiquer, vous voyez, par rapport à vous, votre démarche, et si je veux rester dans le cadre, je suis obligée de communiquer et je ne peux pas toujours sortir avec le professeur de sport qui n'a pas les mêmes heures que moi parce que lui, il peut faire un jeu de piste ou il peut faire… voilà, lui, il a cette autorisation. Moi, je n'ai pas le droit de sortir de l'établissement avec les élèves sans l'accord des parents. Et d'ailleurs, ils me l'ont bien dit, hein. Qu'est-ce que vous faites là, Madame Gakovic, et pourquoi est-ce qu'on sort alors qu'on n'a pas signé d'autorisation de sortie? Là, ils étaient très malins. Et j'ai dit, mais avec le professeur de sport, on peut le faire. Donc, allez, on sort. Et du coup, vous voyez, je vais être obligée, par rapport même, les élèves vont pouvoir communiquer avec leurs parents, mais moi, déjà, je vais devoir communiquer les motifs de pourquoi je les sors. Alors, je ne sais pas en école comment ça se passe, hein, parce que est-ce qu'ils demandent des autorisations de sortie? Oui, forcément. Ou pas? Non, je pense que oui. Non, oui, c'est plus souple. Il faut que ça soit à côté de l'établissement quand même. Hein. Ah, mais nous, c'est à côté de l'établissement. Oui, mais on peut pas sortir non plus sans demander l'autorisation. Ah oui, d'accord, c'est pareil. Ouais. Mais à chaque séance, Monique,
Ben oui, parce que si c'est un tout petit peu plus loin, à partir du moment où les élèves sortent de l'établissement, on est obligé de demander l'autorisation aux parents. Ouais. Vous faites comme ça, Marie? Entre la théorie et la pratique, Je ne sais pas si je dois répondre. Non, répondez pas. Non, en fait, je ne sais pas parce que peut-être que Sophie, alors du coup, elle est partie. Peut-être qu'en début d'année, elle explique qu'on va faire un projet ATE, qu'on va faire des sorties une fois par mois, ce genre de choses. Mais moi, je n'ai pas de papier officiel chaque fois qu'on y va pour sortir. Mais je ne m'engage pas trop non plus parce que est-ce que Sophie fait des démarches en amont? Je ne sais pas. D'accord. Mais ça ne me semble pas très lourd. En tout cas, je n'avais pas l'impression qu'à chaque fois, elle demande une autorisation. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas tous les élèves à chaque fois qui partiraient? Après, de toute façon, vous savez quand est-ce que vous avez vos élèves et quand est-ce que vous allez imaginer les sorties. Donc, peut-être que vous pouvez les planifier en avant, quitte à ce que vous ne sortiez pas lorsque c'était prévu, j'ai envie de dire. C'est une option. Après, je vois que vos collègues veulent compléter et donner leur point de vue sur leur façon de faire. Peut-être qu'elles peuvent vous enrichir dans leur pratique. Oui, parce qu'on Ananda réfléchit, on essaie de trouver une solution avec notre proviseur. Et en tout cas, parce que s'il pleut, qu'on ne peut pas sortir, pouvoir rebondir sur un autre jour. Bon, voilà. De toute façon, je voulais mettre plein de plages et puis peut-être mettre une autorisation permanente pendant mes cours de sortir. Je ne sais pas comment vous faites ailleurs dans les collèges, par exemple. C'est plus proche. Après, je crois que, excusez-moi, je crois que c'est une entente aussi avec le chef d'établissement et à partir du moment où l'aire éducative est votée, donc peut-être il faut expliciter, enfin, où est présenté, il faut expliciter la façon de travailler et donc il va falloir sortir, quoi. Voilà. Ça peut être comme ça. Ça, ils l'ont compris, ils sont même d'accord. Après, c'est question réglementation. Est-ce que je suis en règle ou pas? Et pour moi, le plus important, c'est, en plus, comme on enseigne les risques professionnels, le plus important, et que les élèves doivent, en accueil collectif de mineurs et en EHPAD, on veut vraiment un cadre. Pour moi, il est hors de question que je sorte avec des élèves si je ne suis pas couverte. Bien sûr, c'est hors de question. Surtout que dernièrement, on a eu une alerte à la bombe et que moi, je n'étais pas au lycée, c'est lundi dernier. Et donc, ça a été, voilà, il y a et puis qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il n'y a pas longtemps, enfin, c'était un autre établissement qui a été aussi, comment dirais-je, où il y a eu cette alerte à la bombe aussi qui a été faite sur Aix-en-Provence. Donc, moi, je ne me permettrai pas s'il n'y a pas un cadre, autant vous êtes rigoureux, vous, dans les démarches et je dois remplir mais autant moi, ça sera carré aussi. Bien sûr. Ouais. Mais la question se pose, parce que moi, j'ai eu aussi des écoles ou des structures qui ont fait remonter ça, ce côté de la responsabilité à partir du moment où on est dehors, etc. Donc, je pense que ça vaut le coup que tout le monde se pose la question quand il y a un accompagnant, quand il y a l'école qui est responsable, voilà, c'est pas idiot non plus. Oui. Donc, en fait, je peux faire une demande d'autorisation et après, c'est les élèves qui communiqueront à leurs parents pour dire qu'ils créent une RTRS éducative. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est mieux. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, par contre, leur faire rédiger quelque chose, ça peut aussi être, voilà, le travail de l'aire éducative, il se fait sur le terrain tant qu'on faire se peut. Et puis, il se fait en annexe de tout ça, c'est-à-dire la rédaction d'un courrier au chef d'établissement pour demander l'autorisation de sortir, la rédaction d'un courrier à destination des parents, enfin voilà, ça peut être ça aussi. Et ce que je voulais rajouter, c'est que vous disiez qu'ils peuvent sortir plus facilement avec leur professeur de PS. Pourquoi pas aller sur le site et choisir voir les différents sites avec le professeur de PS. S'il est partie prenante de l'histoire et que après il y a un échange entre vous pour dire en fait on est allé voir ce site et ce site, voilà, quels les ont été les retours, ou vous faire les retours après en classe avec eux lorsqu'ils ont visité avec leur professeur de PS, ça il n'y a aucun problème, au contraire, c'est de la transversalité et c'est tout ce que peut porter le projet. Et si, par exemple, avec le professeur d'art appliqué, comme lui, par exemple, il réalise, parce que j'ai fait un atelier sur l'eau il n'y a pas longtemps, et on a pris des photos et je trouvais que c'était intéressant, et là, l'idée vient de moi,
de réaliser, par exemple, des masques qu'on pourrait grossir. Et lui m'a dit non, mais ça, nous, on n'a pas le temps. Mais par contre, lui, il travaille déjà sur des thèmes, en fait, qui sont en lien avec le mien, mais sans le savoir. Du coup, il réalise des insectes avec les élèves, mais ça ne viendrait pas des élèves, ça vient du professeur d'appliqué, mais il y a un lien avec quand même ce que l'on va faire, je pense. Enfin, à un moment donné, ça va se croiser. Alors, est-ce que ces actions-là, on peut les intégrer ou pas? C'est complexe, hein, votre histoire, mais Oui. alors moi je dirais que sur le côté sortie, c'est pas nous, c'est pas à nous à couvrir ce qui peut se passer, mais c'est Oui, à, l'établissement. à l'académie, hein, comme disait Monique Bacelli tout à l'heure. C'est nous on peut émettre des idées, mais faut pas se référer à ce qu'on peut Ah non, dire nous oui, déjà, hein, d'accord. pour le problème Ah de non. clair, cadre, comme vous dites, un cadre. Après, moi, ce que je vois dans les collèges, alors dans les lycées, c'est pareil. Alors, déjà, ce que je voulais dire aussi, c'était qu'il y avait une interlocutrice qui est spécifique sur les lycées. C'est Ornella Oui, Bolzoni, oui, dont vous avez l'adresse, vous avez déjà échangé avec elle. Donc, oui, oui, c'est continuez, ça. parce que elle, ça Oui. l'enrichit. Comme je disais tout à l'heure, nous, D'accord. d'aller vous voir et de travailler avec vous, de vous rencontrer, de discuter, ça nous enrichit, ça nous donne des problématiques comme vous venez d'en poser, qu'on rencontre pas partout. Et donc, c'est intéressant pour nous parce que ça peut apporter, en apportant une réponse, en vous apportant une réponse, on peut apporter une réponse à quelqu'un d'autre plus tard. Voilà. D'accord. Donc, Ornella, quand vous avez des échanges, n'hésitez pas tous à mettre Dorian, Samantha et moi, et Ornella pour vous, concernant les lycées, parce que c'est important et c'est intéressant pour nous. Et puis, ça peut être l'un qui répond ou l'autre qui répond, peu importe. Ok. Ensuite, donc, échangeons tous ensemble. Et puis après, dans les collèges, la plupart du temps, c'est une équipe, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est une équipe d'enseignants qui travaille sur un projet. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que le prof de PS, est-ce que le prof d'art plastique, d'histoire géo, etc. Ce qu'il faut, c'est constituer votre équipe. Et ce qu'on Mm. rencontre, moi, ce que j'ai vu à Jacques Prévert l'autre jour à Marseille avec Dorian, il y a une équipe de 5 enseignants, histoire géo, SVT, EPS, français, physique-chimie, qui travaillent ensemble, qui sont soudés, enfin, qui nous ont impressionnés par leur collectif, hein, leur dynamique collective. C'est comme ça qu'un projet peut bien vivre et puis aller très loin. Voilà. C'est ce qui se passe à Fréjus avec Chatachvili, dont parlait Monique Bacelli tout à l'heure. Pour nous, au niveau PACA, on a une dizaine de projets qui sont impressionnants, quoi, de leur dynamisme et de ce qu'ils peuvent produire. Donc, c'est un collectif. Donc, constituez votre collectif. Hein. J'espère que je réponds bien à votre question, mais constituez votre collectif officiellement. Vous n'êtes pas seul, mais vous êtes peut-être la pilote de ce collectif. Voilà, l'entrée du collectif et du projet, vous. Après, vous pouvez étudier les feuilles, vous pouvez étudier plein de choses sans forcément être dans le cadre de l'ère éducative. Mais il y a un moment où vous allez vous retrouver dans le cadre de l'ère éducative. Et c'est là où il faut faire bien attention. Et moi, je vois que vous en êtes très consciente, c'est que c'est les enfants qui doivent piloter. Voilà, c'est les élèves qui doivent piloter, que ce soit en lycée, en primaire ou en collège, c'est les élèves qui doivent piloter. Alors, quand il y a des décisions à prendre, c'est aux élèves de les prendre, Oui. sous la forme d'un conseil d'élèves, simple ou élargi, etc. Mais là, c'est les élèves qui doivent prendre. Mais quand vous évoquez un sujet qui concerne l'ère éducative ou un autre milieu à côté, vous n'avez pas besoin forcément que ce soit les élèves qui pilotent. Mm. Mais vous pouvez poser aussi votre problème aux élèves, quoi, de dire aujourd'hui on va travailler sur les feuilles, c'est une proposition que je fais ou c'est parce qu'on va en avoir besoin dans le cadre de l'ère éducative. Moi, voilà comment je vois ça. Hein. Mm. Après, je laisse les collègues répondre, compléter, corriger. Après, juste pour compléter en tant que référent, il ne faut pas croire qu'on invente à chaque séance des activités qui collent exactement. Enfin, ça, ce serait se mentir. Nous, on attend que les élèves émettent des idées et avec ce qu'ils émettent, on essaye d'y répondre en proposant des choses. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, les feuilles, à un moment, ils vont peut-être vous demander d'étudier les arbres ou les feuilles, ça va venir d'eux. Et peut-être que cette activité, vous pouvez leur proposer. Mais c'est juste que la démarche, c'est d'attendre que ce soit leur attente.
Par contre, on n'est pas obligé de tout inventer à chaque fois. Ça, c'est juste impossible. D'accord, oui, c'est ça, ça répond bien à ma question. On n'est pas obligé de tout inventer à chaque fois. Ça paraît impossible, en fait, c'est de tout créer. Ou alors, on fait venir des prestataires autres, comme on disait, pour répondre à une demande précise auquel on ne peut pas répondre. Ça, c'est possible. Et après, c'est juste qu'il ne faut pas inverser le processus. C'est-à-dire c'est eux qui sont au cœur de qu'est-ce qu'ils veulent faire, dans quelle direction. Peut-être qu'ils ne demanderont jamais à étudier les feuilles. Dans ce cas-là, vous ne leur proposez pas. Et par contre, le jour où ça vient sur ce thème, vous avez pioché dans ce que vous maîtrisez. D'accord, oui. Bon, après, c'est vrai que c'est pour essayer de caler aussi avec la formation qu'on leur dispense aussi. C'est ça. Je n'ai pas compris la dernière intervention par rapport à la formation, vous dites Oui, nous, par rapport à nos élèves, en fait, en enseignement professionnel, ils sont dans une démarche aussi de projet d'activité, de démarche de projet. Et du coup, ce sont en classe de terminale, c'est ce que nous, on évalue. On va sur le terrain, on voit les élèves réaliser des activités d'animation. Ils ont un oral dessus, ils doivent rédiger un dossier et on évalue aussi la capacité de l'élève à recueillir les besoins, les attentes, les souhaits des enfants ou des résidents, de concevoir et mener une activité, ensuite d'être capable d'évaluer son activité auprès de son public et d'avoir une démarche, une analyse réflexive sur sa pratique professionnelle. Du coup, c'est vrai que l'élève, il doit être en capacité aussi de créer des choses. Oui, c'est pour ça que ça répond bien à l'objectif de l'aire éducative. Oui, c'est tout à fait en parfaite adéquation. Et c'est complexe, hein, votre problématique sur l'aire éducative, mais il y a quelque chose qui est très intéressant, quoi. Le rapport à l'extérieur au niveau diffusion externe de messages vers les résidents en EHPAD. Je ne sais pas dire, mais il y a quelque chose qui me chatouille dans la tête parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, quoi. Ils vont être de futurs messagers dans ce qu'ils vont apprendre, dans ce qu'ils vont faire sur ce projet. Il y a quelque chose qui est à cultiver. Je ne sais pas si vous l'avez déjà en tête, vous, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Ouais. Il faudra nous en parler. Nous en reparler spécifiquement pour qu'on partage avec vous, parce que c'est intéressant de. J'ai déjà des centres socio-culturels qui m'ont dit nous, Joël, on va venir avec les enfants, donc il faut que les élèves proposent quelque chose et on va venir. Donc après, il faut que ça se crée, ça aussi. Et donc j'ai un centre social culturel, un accueil collectif de mineurs qui est intéressé pour venir aussi dans le lycée et voir dès que l'aire terrestre est créée, qu'on fasse un échange. Donc, apparemment, il y aura une demande sur le terrain. J'espère, si avec les élèves, ça… Mais comme on est liés, là, par exemple, vendredi, les élèves de première vont avoir des entretiens de recrutement pour aller en stage filé. Donc, c'est quelque chose qui se tisse depuis l'année dernière. Donc, il y a l'aire terrestre éducative, mais il y a aussi tout ce maillage qui se fait tout autour. Donc, voilà. Mais moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que de toute façon, il ne faut pas aller trop vite. C'est qu'il faut voir loin. C'est un projet qui va être sur plusieurs années. Comme disait Marie, la première année, on y va par étapes, c'est un peu flou, etc. Et petit à petit, vous allez développer plein de choses, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Non, c'est ça. Que chacun puisse se saisir des enjeux, déjà de l'air, du lieu, etc. Et puis petit à petit, c'est vrai que ça donne envie de revenir, de passer 5 ans et de voir comment ce sera dans 5 ans, quoi. Parce que ça va être riche. J'espère. En tout cas, merci pour la confiance accordée. Ça, je trouve ça, c'est un point positif. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vois que Monique, elle a toujours sa main levée, mais peut-être que c'est de tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on vous laisse ici, déjà qu'on a dépassé un petit peu pas mal de temps? Et puis, de toute façon, vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour d'autres questions, d'autres propositions, etc.
Let's go. Alors, on clôture pour ce soir. Il est déjà tard. En tout cas, merci beaucoup. Oui, Ananda, allez-y. Merci à vous. Bon, ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, merci Marie, merci Sophie. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On essaye de se rendre disponible autant qu'on peut avec Jean-Michel, avec Dorian, mais aussi avec les inspecteurs d'académie. Merci Monique d'avoir été parmi nous. Bon, on essayera d'organiser d'autres rencontres dans l'année, que ce soit en virtuel ou en présentiel. On va voir. On espère en présentiel. On verra. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Marie-Sophie, merci Monique et merci à vous tous.